Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonymes, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. Gamar Joba, encore une fois, la France, et écoute un peu ça, nous ne finirons pas Première Nation, c'est désormais probable, car une Géorgie pas si impressionnante que ça, mais bien aidée par un public du samedi enfin nombreux et un corps arbitral dont les décisions tombent toujours côté pile, a repris le leadership par une nouvelle médaille d'or, sa troisième, avec encore 2 molosses à venir. Nous ne terminerons pas Première Nation parce que, c'est mathématique, nous ne convertissons pas assez nos opportunités en or, les féminines notamment ratant leur 3e finale aujourd'hui. Et si on voulait aller au bout de ce qui nous chagrine, on pourrait préciser que dans ces échecs variés, une part de ces occasions en or qui passent en emportant les veaux, les vaches et les couvées qui vont avec, sont dues au fait que certains jeunes athlètes prometteurs que la France envoie défendent souvent mal dans les phases au sol, remises en valeur par les dernières décisions de la FIGE et désormais de plus en plus décisives. Poussons alors le raisonnement jusqu'au bout. Si la France ne finit pas Première Nation ici à Tbilissi, c'est parce qu'elle traite avec trop de désinvolture depuis trop longtemps les enjeux de transmission des gestes du patrimoine technique. Insistons pour être clair, au moins une demi-finale hier, une médaille d'or aujourd'hui, voilà précisément ici à Tbilissi ce que coûte le fait d'avoir des titulaires qui repèrent mal les dangers d'un bras-tête qui s'installe, d'un Sankaku qui se verrouille. Chacun bien sûr est responsable de son système d'attaque, responsable de son projet de haut niveau, et il est sans doute légitime que des athlètes jeunes soient encore perfectibles. Mais jusqu'à quel point, comment, après tant d'heures passées sur les tapis d'une formation d'excellence, n'a-t-on pas trouvé le moyen, assez tôt, de passer les bons messages aux jeunes populations en quête d'excellence pour sensibiliser, responsabiliser, faire prendre conscience? Comment n'a-t-on pas trouvé le temps de faire passer les apprentissages nécessaires, d'installer des protocoles, des examens de niveau pour vérifier les acquis? Avant, en tout cas, que les cellules de haut niveau fassent le constat de carences peut-être irrattrapables qui coûtent leur poids en médailles échappées à jamais et en mauvaises défaites. Le constat est ancien. Nous l'avons entendu dans la bouche de beaucoup de responsables de la performance des périodes passées, sans que de nouvelles générations émergent avec des exigences différentes. Sinon, c'est un classique dans le cœur des lignées familiales. Il est peut-être temps de poser la question de la responsabilité générale sur ces sujets de l'exigence, des formations de base, pour que plus jamais les prétendants français à la victoire ne soient handicapés par des limites de maîtrise dans des secteurs clés. Les Japonais, les Russes y parviennent, et c'est ce qui fait leur force. C'est aussi dans nos moyens. La Russie, parlons-en. C'est peut-être par elle que la France se verra privée finalement de leadership général, comme c'était d'ailleurs le cas en 2024 et 2025, car elle est comme nous au palier des 2 titres, avant les poids lourds où elle brille souvent, et propose des combattants capables de redéfinir les standards du haut niveau. Oui, le fabuleux Timur Arbouzov était de retour en moins de 81 kg. Il a produit un judo stratosphérique, et il va falloir en parler. Il faut maintenant la raconter cette journée et profiter aussi du positif qu'elle nous a apporté. D'abord du côté de nos engagés en moins de 90 kg, avec Maxime Gaël Ngayap Ambou, le combattant d'un côté, Alexis Mathieu, le styliste à l'efficacité de plus en plus affirmée de l'autre. Il y avait de quoi se frayer un chemin. Leur concurrence est désormais bien installée et les pousse ensemble vers l'avant. Alexis est monté 2 fois sur le podium du Grand Chelem de Paris en 2 ans, mais Maxime Gaël est l'homme des championnats. Les Jeux, bien sûr, mais aussi une finale continentale l'année dernière. Alexis Mathieu jouait finement le coup au premier tour contre un représentant russe peu capé, mais 3e à Paris, lui aussi, Egor Andoni, qu'il plaquait les 2 épaules au sol sur un soutemi à la géorgienne. Il était impuissant au second face à la rugosité physique et tactique de Nemanja Majdov, un Serbe bientôt trentenaire mais déjà champion du monde il y a 9 ans, champion d'Europe à Montpellier, un combattant dur qui lutte inlassablement sur les mains et n'a pas peur d'enchaîner les fausses attaques si c'est ce qu'il faut pour gagner. C'est d'ailleurs de plus en plus le cas, le corps arbitral semblant retrouver des réflexes de valorisation de la pure activité, et ce n'est pas bon signe. Pour n'avoir pas su se rebeller face à la tactique acerbe du Serbe Majdov, Mathieu était pénalisé 3 fois en 5 minutes, et c'était la fin du bal pour lui. Pas de médaille en championnat continental, encore cette fois, pour le champion de France en titre, qui tentait sa chance à ce niveau pour la 6e fois déjà. J'ai un premier tour qui n'était pas évident, le Russe médaillé avec moi à Paris. Je fais un super taf sur les mains, je marque au bon moment, etc. Donc j'étais bien dans la journée. Et frustré que ça s'arrête comme ça, parce que tu ressors d'un combat comme ça, t'as l'impression que
qu'on t'a empêché de t'exprimer et que t'as rien à en retirer, quoi. C'est un peu insupportable. C'est-à-dire que j'arrive pas forcément à casser la distance, il est toujours loin. Il fait toujours péter à droite à gauche, donc j'avais du mal à avoir les mains sur le kimono pour pouvoir produire. Et dès que j'arrive un peu à me rapprocher, tout de suite il y a une action, excusez-moi du terme, mais un peu de merde, pour produire, pour faire monter les pénalités. Et sur le match, sur le combat, j'arrive pas à trouver la solution. Donc c'est un peu... Je sors un peu avec un goût amer parce que ce genre de truc là, c'est à l'opposé un peu du judo, donc ça m'énerve. Maintenant il a joué sa partition, ça passe pour lui comme ça. À moi de trouver des solutions sur ce genre de profil, surtout que c'est quelqu'un de fort mais que j'ai déjà battu par le passé une fois. Et donc je savais que j'avais les solutions techniques, mais là sur les mains j'ai pas réussi à m'exprimer. Il va falloir que je regarde ça tranquillement en vidéo pour voir comment j'aurais pu faire différemment. Mais là le sentiment qui prime en sortant, c'est vraiment au-dessus physiquement sur les mains en tout cas. Parce que je pensais qu'en ça allait commencer à plonger. Il y a la pause qui tombe pile au bon moment. Et au moment où ça commence à descendre, je commence à poser mes mains. Putain, saignement. Il revient et lâchant qu'il y a encore du jus, le règlement il favorise aussi certaines saisies, certains styles de judo. Il y a des stratégies aussi qui sont faites en fonction de ça. Et là, c'est vrai que là j'en ai payé aussi un peu les frais. Parce qu'on tient de plus en plus fort, on a le droit de faire péter, etc. Donc le corps ça lui souffre. L'entraîneur Ludo Delacote tirait les conclusions qui s'imposent du parcours du premier Français à ne pas aller en quart de finale sur ce championnat. Je tiens à revenir aussi sur son premier match où il prend le russe et à mon sens il a fait un très très bon combat sur le russe. Il a vraiment anesthésié, annihilé le système du russe et tactiquement il a été très bon et puis efficace. Et maintenant voilà, sur le profil Majidov qui fait le décalage aux pénalités sans produire ou des attaques pour faire des attaques sans volonté réelle de marquer. Voilà, ça fait partie aujourd'hui des contours de l'arbitrage moderne à ce jour et qui sera, je le crois, le même jusqu'au jeu. Donc il va falloir qu'on prenne en compte cet élément. C'est frustrant, il y a déjà on avait déjà identifié certaines choses, mais d'une façon générale, il va falloir raccourcir le temps entre la saisie et la mise en action parce que si vous saisissez seulement, l'autre a le droit de toute façon de créer la rupture sans réelle volonté derrière de reprendre l'initiative. Donc, partant de là, va falloir faire avec. Pas le choix. Ne créer que de la rupture en permanence comme l'a fait Majidov qui est en finale, peut te faire gagner un match. Donc va falloir qu'on travaille aussi sur cette adaptation de l'arbitrage qui à mon sens, j'aime pas critiquer l'arbitrage, mais qui à mon sens ne va pas dans le bon sens et dans le bon sens du judo surtout. Maxime Gaël Ngayap Ambou n'en était qu'à sa 3e participation et avait converti la précédente à Podgorica avec une belle médaille d'argent. Pouvait-il faire aussi bien, faire mieux? Avec les deux monstres géorgiens Luka Mezuradze et Lasha Bekaori faisant le show pour le public qui les portait, cela n'allait pas être facile. Il fallait assurer d'abord contre un Monténégrin qui trouvait le moyen de lui marquer un premier yuko, puis contre un jeune tout juste sorti des juniors avec une médaille mondiale. Il fallait ensuite trouver la faille contre Alex Cray, un Roumain mal classé, il est 71e, que les championnats d'Europe transcendent puisqu'il avait emporté le bronze en 2024 et que le Français avait déjà affronté en junior pour une médaille mondiale à la clé. Mais c'était malheureusement le combat qu'on n'aime pas, une chougne indécise de 2 minutes que le Français ne parvenait pas à maîtriser, gêné par le rythme et les variations du Roumain, de fortes montées de main masquant d'incessantes attaques à genoux. C'est sur l'une d'elles que notre médaille olympique anticipait mal et partait à la faute sur la tranche pour offrir le yuko dont il ne revenait pas. La déception piquait le guerrier qui décidait d'ajouter une vitesse et qui s'ouvrait alors la voie. Le Bulgare Ivailo Ivanov avait révélé les limites du pack géorgien du jour en menant longtemps contre Luka Mezuradze. Le Français le projetait joliment en repêchage, en Uchigari et en Seoinage. Mais pas de chance, le double champion olympique Lasha Bekaori se trouvait sur le chemin de la belle médaille, poussé hors d'une finale 100% géorgienne par le diable serbe, lequel allait finalement s'y contenter de l'argent en y laissant son genou face à Mezuradze. Le Français combatif n'avait cependant pas décidé de se laisser faire et après 2 minutes, c'est plutôt le manque d'envie du Géorgien qui se révélait et une épaule douloureuse qui ne l'encourageait pas à donner plus. Sur un makikomi trop mou, il se laissait pousser sur le dos pour Wazahari. Pas de réaction féroce, pas de tout pour le tout.
Il lâchait l'affaire et se faisait enrouler en Seoinage quelques secondes plus tard. Une médaille continentale bonne à prendre, la seconde d'un palmarès qui s'étoffe, celui de Maxime Gaël Ngaï Apambou. Moi j'étais mauvais. Après il y a du coup le quart de finale que je perds. Et après je repars un peu sur la finale de repêche. Mais ouais non, ce matin je me suis pas trouvé bon. Franchement je pourrais pas vous expliquer, un manque de sensations. Ce matin j'étais en manque de sensations. Mais... Le Roumain il a un profil assez spécial, il tourne à droite et à gauche. Et comme je l'ai dit, ce matin j'étais pas bon. Donc il était en premier sur les mains avant moi et il en a profité. Hein. Il a été bon, c'est un mec solide. C'est sûr que quand j'ai perdu, ça m'a mis un coup de jus. Je me suis dit que... En fait, j'étais venu pour le titre, clairement. Mais je me suis dit qu'il fallait pas que je reparte d'ici sans une médaille. Donc je me suis reboosté pour aller chercher cette médaille. C'est jamais facile de se remobiliser. C'est jamais facile. Mais en fait, quand tu dis que tu veux pas repartir de ce championnat sans médaille, tu penses plus aux combats qui se sont passés avant et tu penses au futur. Avant d'aborder ce championnat, je m'étais dit que je voulais prendre Bécaouri peut-être en finale. Moi, je m'étais dit ça. Donc ouais, non, c'est lui qui est double champion olympique. Moi, je me suis pas mis de pression. On est chez lui. Donc ouais, je me suis servi de cette atmosphère pour me donner beaucoup d'énergie. Là, je suis dans une période de ma carrière assez importante. Je pense qu'il faut que je passe des caps. Et lorsque j'aurai passé ces caps, je pense qu'ils auront du mal. Là, je pense que je suis à 60% de mon potentiel. Je peux produire, vraiment, je peux faire beaucoup mieux. Donc ouais, non, je travaille. Je vais continuer à travailler pour pouvoir mettre ma panel technique en compétition. La parole à l'entraîneur Ludo Delacote pour mettre en lumière ce qu'il faut encore comprendre de la journée de la Niérois. C'est une belle journée. Il a eu du mal à se libérer un petit peu. Il y a certains aspects sur lesquels on va devoir travailler. Le relâchement, l'engagement dans l'attaque. Et puis, par contre, effectivement, on a le sentiment d'une montée en puissance malgré tout. Puis ce match pour la place de 3 sur le patron de la KT, il faut le dire, très clairement. Même s'il était diminué à domicile, il fallait faire le job. Et il a fort bien fait, donc félicitations à lui. Même à un bras, Bécaouri peut battre un paquet de monde. Donc le travail, la stratégie à mettre en place, on a travaillé dessus. Puis moi, je lui ai juste demandé d'éteindre la foule, voilà, tout simplement. Le schéma, c'était travailler sur ce côté droit, annihiler ce côté droit, que ce soit au revers ou sur la manche, de façon à ce que le bras droit de Bécaouri, avec sa posture extrêmement décalée et affirmée, ne soit pas gênante et ne le mette pas en danger, parce que vous avez vu qu'il y a quand même eu un moment une attaque où il engage. Donc malgré tout, et même à un bras, je le redis, il restait dangereux. Donc il a parfaitement respecté les consignes avec un travail sur jambes avancées. Il y avait les options sur le nez au hasard. Bon, ça s'est pas fait, peu importe, il a été efficace debout, donc c'est parfait. Il y a encore des directions à prendre, il doit plus utiliser ses jambes au vu de la longueur de ses segments, n'est-ce pas? Mais non, c'est intéressant. Après, je pense que surtout, ça va être un travail sur la confiance. La confiance en la machine, en ses capacités, et puis à partir du moment où il va vraiment engager, il va être vraiment efficace. C'est sa deuxième européenne, post-JO. Maintenant, l'objectif qui doit être le sien désormais, c'est à minima une médaille mondiale. 4e médaille masculine pour lui, 8e médaille pour le clan français alors, qui se situait déjà dans une belle frange haute, avec une 9e qui allait tomber juste après du côté des filles, et par une combattante qui n'était pas forcément attendue à la fête, car c'était sa première participation, la jeune Melkia Oshkorn, 21 ans, double championne du monde junior en moins de 63 kg, est montée en septembre dernier dans la catégorie supérieure, dont elle est encore loin de faire le poids de base. Une finale à Tashkent lui avait offert le billet, il fallait maintenant montrer les signes officiels de potentiel dans cette catégorie dense et où son classement encore modeste l'exposait d'entrée. C'est d'ailleurs contre une médaillée olympique, médaillée mondiale 2025, la néerlandaise Zanne van Dijk, qu'elle devait faire ses preuves, rien d'encourageant. Il faudra s'habituer au style Oshkorn, dans son monde faussement nonchalante, parfois éprouvante pour le spectateur stressé, quand elle revient à sa place en faisant des ronds comme les chats par le chemin le moins court possible, au point que l'arbitre lui en faisait la remarque.
Mais la tonique Jane Bridge sur la chaise ne la laissait pas s'enfuir, l'incitant à aller au contact, à ne pas laisser l'adversaire dicter sa loi tactique. Et c'est elle, au golden score, qui sortait le beau petit Osotogari en reprise d'appui sur l'arrière, qu'elle fait très bien, pour une première victoire marquante qui la mettait dans la partie. L'Italienne Stangerlin, qui rêvait ensuite, est dans le top 10 mondial, accrocheuse comme une transalpine. Elle essayait d'emballer le rythme, mais la jeune Française ne lâchait pas sa manche droite et la jetait sur le dos à 2 minutes en Eri Tayotoshi. Encore un geste qu'elle fait bien, pour un Waza-Ari qui allait s'avérer bien utile car elle perdait un peu pied contre l'Italienne acharnée et se laissait pousser sur le dos en Kosotogake sans trop réagir. Yuko seulement, l'alerte était passée, cette bataille était gagnée. Sur ce registre, cela n'allait peut-être pas suffire, et notamment contre l'Espagnol Tsunoda Roustan, mobile et technique, médaillé à Tokyo et Paris. Mais cette jeune Française fonctionne sur le mode de la fierté naturelle rentrée. Une reine introvertie qui hésite à se révéler, y compris peut-être à elle-même, mais hisse le niveau, colle à la valeur. Elle se montrait bien plus à l'aise contre cette Espagnole brillante et l'attaquait soudainement par un joli Kosotogake qui lui offrait le Yuko. Elle était donc en demi-finale pour sa première continentale, face à un gros morceau, la très solide médaillée olympique et mondiale russe Madina Taimazova, qui restait sur une finale au Grand Chelem de Tokyo, une victoire au Grand Chelem géorgien, ici, un mois plus tôt. Et Melkia passait encore un cran, montait encore le curseur pour devenir impériale. Plus agressive, plus rapide et variée, elle bousculait la Russe qui tentait de la surprendre dans des attaques par en dessous, rares mais brutales. De plus en plus à l'aise, Melkia Oshkorn tenait parfaitement le choc, ramenée à chaque fois vers la ligne droite par sa coach de poche, et c'est encore sur un joli Kosoto qu'elle asseyait le bloc russe sur une fesse, juste assez pour un Yuko, un sésame de finale. Un combat de référence aussi pour elle qu'il allait falloir rééditer pour bien faire jusqu'au triomphe. La victoire au championnat d'Europe pour une première participation. Et cet exploit, on n'en doutait plus dans le clan français, tant la débutante du bal s'était affirmée en quelques heures comme une des figures stables, une fille qui compte déjà parmi l'élite. Et pourquoi pas la reine d'Europe ? C'est justement celle qui est assise sur ce trône officieux, la tenante du titre, la Hongroise Sophie Osbas, qu'elle allait affronter. Championne d'Europe en titre, victorieuse à Tbilissi, Paris, Abu Dhabi. Mais l'une de ses dernières défaites, c'était contre Melkia Oshkorn au Grand Prix de Qingdao. Dans l'élan, le momentum poussait la plus jeune. Mais les momentum, ça s'inverse vite. Sur la seconde séquence de cette finale, elle lançait son Eri Tayotoshi d'un peu loin, restait passive en quadrupédie. Sans trop y croire au départ, la Hongroise glissait les mains, sans provoquer de réaction défensive forte, arrimait son bras-tête et partait en renversement. L'affolement montait alors chez la jeune Française qui tentait trop tard de sortir de l'étreinte, se retrouvait sur le dos, prise en contrôle dans une forme de Hadakajime inversée. Elle abandonnait là. Je voulais tellement gagner que j'ai attaqué et c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne attaque et du coup j'en paye le prix fort, quoi. Je connaissais déjà bien son judo, donc le plan c'était de pas la laisser m'amener dans sa zone. Vraiment, le but c'était vraiment de l'agresser le plus possible, l'envahir en haut et voilà. Non, je pense pas que c'était trop, je pense que c'était atteignable et juste j'ai fait l'erreur qu'il fallait pas faire. Mais je pense pas que c'était une marche trop haute pour moi. Je voulais saisir mon opportunité en fait. Je savais que j'étais capable de le faire, mais c'est comme tout, on sait qu'on est capable entre faire et être capable de faire, il y a un step. Donc je voulais vraiment bien faire les choses, je voulais saisir mes opportunités. Je savais que j'avais le niveau pour battre toutes les filles. Et je savais aussi qu'un rien pouvait me coûter un podium, donc j'étais très stressée. Depuis avant-hier même, c'était horrible. Et je l'ai senti dans mon corps, ça fatigue. Hein. Franchement, c'était dur. Il restera beaucoup de bons, bien sûr, pour Melkia Oshkorn, désormais vice-championne d'Europe senior, nourrie de confiance et de repères qui l'aideront grandement à préparer des championnats du monde dont elle a sans doute gagné l'accès. Il n'empêche, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve et ce titre à portée de main est définitivement inscrit désormais au tableau d'honneur de Sophie Osbas, désormais double championne d'Europe. La reine, c'est encore elle, et le haut niveau, c'est la somme de toutes les erreurs qu'on ne fait pas, comme le sait bien la technicienne Jane Bridge. Pour moi, c'est surtout la mauvaise attaque où elle tombe à plat ventre et puis bon, l'Hongroise elle enchaîne très vite, mais c'est la mauvaise attaque au mauvais moment qui le met en difficulté en fait. Si tu fais une erreur d'attaque et tu te mets en difficulté au sol, ça arrive que ça soit début de combat, milieu de combat, fin de combat, c'est ça, on ne peut pas faire des erreurs comme ça, donc oui la frustration, mais il
faut apprendre par les erreurs, ne pas faire les mêmes. Oui, elle est jeune, elle va avoir 22 ans, c'est jeune, mais au niveau de combat, de compétition, il y en a beaucoup derrière elle, donc non, ça c'est pas un manque d'expérience. Moi je veux que ça aille vite, elle était 2 fois championne du monde junior, mais il ne faut pas attendre son tour, il faut y aller chercher. Et bon, c'est une très bonne journée, même avec la déception en finale, bien évidemment, c'est une bonne journée. Ça nous donne du temps pour préparer d'autres choses, mais il y a encore beaucoup de travail. Elle est montée sur le tapis avec plus en plus de détermination, plus en plus de présence, donc ça c'est important. Cette fois-ci, elle ne prend pas de shido, donc ou peut-être à la fin où elle peut se permettre, donc ça c'est des choses qui s'améliorent, donc ça c'est toujours des bons points. Après, il y a toujours des choses à travailler encore. Quand même, la catégorie des 70 kilos ici, c'est plutôt relevé. Elle a battu des filles fortes qui sont de niveau mondial, avec des scores et puis de la gestion. Et c'est pas parfait, mais c'est des bons éléments. Et Timur Arbouzov, dont il était question plus tôt, il s'agit du tenant du titre continental, un Russe de 22 ans depuis 5 jours, qu'on avait vu arriver comme un jeune prince du judo en 2024, vice-champion du monde alors, dans l'ombre du grand dominateur européen de la génération précédente, le géorgien Tato Grigalashvili. C'est justement à Podgorica, l'année dernière, qu'il avait pris la direction des opérations, dans un style très orienté vers le rythme permanent et les amener au sol, une proposition originale et ultra efficace, avant de s'emparer du titre mondial 2025, toujours devant le Géorgien. C'était donc une sorte de revanche, puisqu'il venait sur les terres de Tato, l'ancien maître, pour réaffirmer son autorité. Il l'a fait, et dans une démonstration de force dont on a rarement vu l'équivalent. Les maîtres japonais auxquels on peut le comparer, les Ono et autres Abe, sont généralement très forts sur un système précis. Timur Arbouzov semble savoir tout faire, affichant à la fois une suprême aisance pour tout, y compris les saisies, un relâchement de fauve et une expression technique sans limite. 2 yuko et 2 waza-hari pour son premier combat avec des seoinage et des grandes surigoshi souples et funambules, un kosotogari en contre et un travail de dégagement de jambes remarquable au second, un kosotogake plaqué tout en levier au troisième en 20 secondes, un kosotogari aérien en demi-finale, et il était au rendez-vous, tranquille et souriant dans l'atmosphère géorgienne hostile. Tout cela n'était que hors-d'œuvre. Le plat de résistance allait être Tato Grigalashvili lui-même, avalé et recraché comme un chewing-gum, surclassé comme jamais ne l'a été un médaillé olympique et triple champion du monde de 26 ans. Rompant avec l'habituel round d'observation entre 2 grands prédateurs, il lançait immédiatement un forcé Onage qui déroulait le triple champion d'Europe géorgien pour presque le hippon. La minute n'était pas passée qu'il redoublait la correction avec un miraculeux Kouchigari façon pied collant qui propulsait le Géorgien dépassé au sol. De rage, celui-ci cherchait du soutien en dehors, levant les mains pour appeler à témoin un ciel qui ne venait pas à sa rescousse. Comme un ours, il imposait le corps à corps au jeune Russe, son arme ultime, unique façon de trouver le point faible, peut-être, et de renverser le destin. Mais de faiblesse, il n'y en avait pas. Toujours avec le même naturel, Arbouzov acceptait le contact, verrouillait sa prise et finissait par jeter une 3e fois en 1 minute et demie le Géorgien sur le dos. Le public, qui avait commencé à scander son nom en début de combat, n'était pas allé au bout du 3e Tato. La correction était terrible, de celle dont il est difficile de se remettre. Timur Arbouzov ramène au devant de la scène tous les fondamentaux, à commencer par la dimension martiale, l'esprit de la projection et du contrôle étouffant. Il a ringardisé en quelques minutes de production parfaite, non seulement son malheureux adversaire, mais aussi tout l'appareillage absurde, l'arbitrage incohérent et inculte, les obsessions réglementaires des organisations du judo mondial qui conduisent au choix tactique médiocre d'un plateau trop souvent consentant. Timur Arbouzov n'est pas le meilleur judoka du moment en Europe, il est d'un autre monde, d'une autre trempe. On a hâte de le voir affronter l'Asie avec la même force martiale, tempétueuse et presque animale qu'il a affichée ici, avec une grâce guerrière, moqueuse. Une opposition de culture au plus haut niveau des talents, ce sera vraiment le judo. La France, avec ses 5 finales pour 2 titres, ses 9 médailles au compteur, est en passe de faire aussi bien, voire mieux que les 10 médailles, 5 finales pour 3 titres de l'année précédente. Sera-t-elle malgré tout première nation demain ? Il lui faut un titre au moins, sinon 2 pour l'envisager, ce qui serait une magnifique performance collective. Elle en a les moyens.
Si le dernier représentant masculin, Matteo Akiana-Mongo, notre plus de 100 kg de 19 ans, aura en ligne de mire une performance à la Dayan Boulemtafes dans l'arène des lourds géorgiens et russes, les intimidantes seront de notre côté chez les féminines en plus de 78 kg, avec la tenante du titre Romane Dico qui vise le 6e et Léa Fontaine, déjà médaillée en 2024. Première sortie en moins de 78 kg pour Kayla Issoufi, déjà membre du top 10 mondial. Cela porte plutôt chance à la France ces temps-ci. À dans quelques heures pour savoir comment se termine cette histoire.